Bonjour Laetitia, bienvenue pour cet entretien de développeur back-end, c'est ça, Spring Boot? Oui, oui, Ok. c'est ça. Alors, je me présente, je suis Tanya Tokam Cédric, full stack développeur, principalement sur les stacks Java, Node.js et Angular Ionic. Donc, aujourd'hui, on va passer un petit entretien pour, pour essayer de voir les compétences que tu as, essayer de comprendre mieux ton profil et échanger de façon d'apprendre chacun l'un de l'autre. OK? Donc, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Merci Cédric. Je suis Laetitia Anze, titulaire d'une licence technologique, développeuse junior full stack Java. Bon, les technologies que j'utilise dans le développement Java sont principalement TimeLeaf et le framework Spring en général. OK, Donc, oui, bon, en parlant de Spring, je vois Spring Boot, Spring Security. d'accord. Est-ce que tu peux me parler un peu parce que tu as dit que Full Stack Team Leaf et Spring Boot et Spring en son ensemble. OK. Oui. Euh, Est-ce que tu peux me dire un peu c'est quoi la différence, par exemple, entre Spring Boot et Spring tout court, Spring MVC, par exemple? C'est quoi la différence? Entre Spring Boot et Spring MVC, Oui. par exemple, oui. Spring MVC, c'est tout comme, ok, Spring MVC, je vais dire, c'est comme un projet du framework Spring. Bon, parce que lui, Spring, c'est le framework global. Donc, Spring MVC, c'est un peu comme un projet. Donc, MVC est mis ici pour modèle view controller, qui fait référence à l'architecture. Donc, Hmm. Spring MVC, c'est l'un des projets du rang, c'est ça comme un composant qui est Spring en général. OK. Et est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas appliquer du MVC avec Spring Boot? Avec Spring Boot, si on peut. Et c'est l'avantage maintenant de Spring Boot. Donc, Spring Boot a lui un autre projet du framework Spring, mais Spring Boot permet de facilement collaborer avec les autres projets, comme par exemple Spring MVC, Spring Data, Spring Security. Donc, ça permet d'intégrer les autres projets facilement. OK. Et aussi, un des points importants pour Spring Boot, c'est la facilité de configuration. C'est l'autoconfiguration Oui, que ça apporte. l'autoconfiguration, En plus, injection oui, de c'est... dépendance. OK. Allons-y un peu. L'injection de dépendance, qu'est-ce que tu entends par là? Bon, l'injection de dépendance ici de Spring, c'est le fait de pouvoir facilement intégrer, je vais dire ça comme une classe dans une autre classe. Donc, on peut, ici, ça offre par exemple plusieurs moyens d'injection. On a plusieurs façons d'injecter. Donc, ici, on a par exemple par constructeur ou par notation. Du coup, Mhm. ça te facilite l'utilisation d'une classe définie ailleurs dans une autre sans avoir à instancier. OK. En Spring Boot, qu'est-ce qui est la plupart du temps injecté? Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on injecte la plupart Euh, du la temps? plupart, la plupart du Quels temps sont les sont les composants? interfaces la OK. plupart du temps sont les interfaces qui sont recommandées. Oui. On recommande Hmm. d'injecter généralement les interfaces. Donc, là sont les bonnes pratiques. OK. Et tu peux un peu m'expliquer comment est-ce que le principe d'injection se passe? Comment est-ce que lorsque j'injecte mon interface, euh, ça connaît exactement, comment est-ce que Spring reconnaît Mhm. exactement l'implémentation qu'il faut utiliser pour rendre ce que je veux et comment est-ce que cela est gardé en mémoire pour Spring? L'injection de dépendance, déjà, quand on a une classe, quand on a une interface, c'est pour dire qu'on a une classe qui implémente l'interface et qui définit les méthodes. Du coup, quand on se retrouve en train d'injecter l'interface,
en mettant par exemple la notation auto-while ou par construction, Spring reconnaît automatiquement que bon, ça c'est une injection de dépendance. Maintenant, quand tu appelles la variable que tu as définie lors de l'injection et en appelant la variable et la méthode, ça se charge de charger, d'aller dans la classe et de charger la méthode nécessaire ou si tu dois passer les paramètres ou en fait pour effectuer ton opération. Hmm. Et à quel moment est-ce que Spring charge cette classe-là? Est-ce que c'est lors du chargement, du premier lancement de ton projet de l'application, disons comme ça, ou alors c'est lorsque tu appelles cette interface, à quel moment? Voilà ce que tu as fait. Bon, je me dis déjà que oui, il est vrai que du côté là, bon, je me dis que ça doit charger l'interface lorsque tu appelles. Hmm. Bon, l'endroit où c'est OK. appelé, oui. Ou du moins, quand tu as mis la notation déjà automatiquement, quand tu as mis la notation automatiquement pour injecter sa charge, et on l'utilise juste. OK. En réalité, en fait, ça charge lorsque ton application se charge. Donc, si jamais tu déploies ton application au premier lancement de Mhm. l'application, ce que ça fait, c'est que ça, toutes tes injections de dépendance, en fait, sont scannées et les implémentations de ces injections-là sont recherchées dans ton projet. Donc, si jamais il n'y a pas d'implémentation d'une injection que tu as faite, le projet ne se lancera carrément pas. Donc, c'est pas à l'appel exactement, mais c'est au chargement de l'application. Et les injections permettent à Spring d'assurer la disponibilité d'au moins bon, pas d'au moins une instance. En général, c'est d'une seule instance parce que c'est selon le principe de design singleton qui va pouvoir répondre aux différentes références que tu fais. OK? D'accord, merci. C'est peut-être. D'accord, merci. OK. Euh, Avant d'aller un peu plus loin, je veux que tu me dises un peu. Parle-moi un peu d'un projet sur lequel tu as travaillé en utilisant que ce soit Teamleaf ou Spring Boot. Bon, principalement Spring Boot parce que nous sommes plus pour le profil back-end. D'accord. Bon, Celui qui t'a un le plus projet, marqué. dans un de mes projets, j'ai travaillé dans une application de prise de rendez-vous. Ce qui m'a le plus marqué, Oui. Ce qui t'a marqué, ça peut être ce que tu as appris dans le projet. Ça peut être qu'est-ce que tu pensais de Spring Boot, par exemple, ou bien de Java, qui finalement dans le projet s'est c'est un peu avéré, comme ah non, ce que je pensais, c'est pas exactement ça. Qu'est-ce que tu as amélioré oui, comme compétence, en fait? depuis, depuis que j'ai migré, j'ai d'abord commencé à faire un peu de Java en console, mais depuis que j'ai migré pour Spring Boot, ce qui m'a toujours le plus rendu heureux, c'était la facilité déjà avec la façon de gérer la base de données. Oui, Mhm. donc, puis avec Hibernate qui me permettait de faire le mapping directement, facilement, sans écrire les requêtes manuellement et tout bon. Et ce qui m'a toujours le plus fasciné quand même. OK. Dis-moi un peu, est-ce que tu penses que Hibernate n'est disponible qu'avec Spring Boot? Hibernate. Je sais que Hibernate, c'est un ORM. Oui, je pense que c'est disponible uniquement avec Spring Boot. OK. Oui, Euh, je pense que ouais. c'est spécifique à Java quand même. Oui, spécifique à Java, oui, mais pas Spring. Mhm. Parce que tu peux utiliser Spécifique. Hibernate avec presque tous les autres éléments avec que tu utilises. Ça vient juste apporter une layer au-dessus des connexions basiques qu'on fait avec le JDBC pour permettre exactement ce mapping avec les bases de Mhm. données relationnelles. Donc, euh, et c'est quoi la composante dans de Spring qui permet, euh, qui permet d'interagir avec les données, en fait? C'est vrai que tu as utilisé D'intégrer. Hibernate, mais, pardon? Oui.
Ok, qui permet Oui, d'interagir avec les données, c'est Spring Data. ok. Ouais, c'est exactement ça. Ok. Et qu'est-ce que tu as utilisé? Quels sont les composants de Spring que tu as utilisés dans ton projet de réservation? Hmm. Les composants de Spring, j'ai utilisé Spring Data, Spring Boot, Spring MVC et Spring Security. Spring Security. Ok. Ça permettait de faire quoi, Spring Security? Bon, Spring Security m'a permis de gérer l'authentification. Ouais, comment, explique-moi un peu. Tu avais déjà eu à Mhm. implémenter une authentification avant et qu'est-ce que tu as remarqué comme différence avec Spring Security? Bon, avant, bon, j'avais pas encore, peut-être Pas en vraiment. un autre langage, mais avec Spring Security, quand même, c'était, je sais pas si je vais dire plus, c'était quand même, Spring Security, c'était quand même difficile. C'était pas facile, mais c'était quand même difficile. Mais au final, ça m'a permis de faire mon authentification facilement, permet de garder les informations de session d'une personne juste avec quelques petits mots-clés là et tout rapidement, sans écrire un long code ou la même ça. Et est-ce qu'il y avait des chemins qui étaient accessibles sans que tu n'aies besoin d'authentification? Et comment est-ce que tu les avais définis? Qu'est-ce que tu avais utilisé pour définir ces chemins? Oui, oui, des chemins, par exemple, j'avais le landing page et quelques pages pour les définir. euh, il y a un filtre donc, dans la méthode de configuration là. Il y Mhm. avait, là, tu mets le lien tu écris juste les endpoints des pages que tu ne veux pas sécuriser. Donc, tu définis ça là-bas et automatiquement, ça sera disponible des pages ou des informations. Par exemple, j'ai fait quelques jours, peut-être même 2 jours à réfléchir parce que j'avais une page qui avait les images et du coup, j'ai défini j'ai défini la page comme une page qui n'est pas restreinte, mais les images même n'apparaissaient pas et tout. Bon, après, je me Mhm. suis rendu compte. C'est vrai que le sens est un peu... Mais je pense que j'ai eu l'idée générale de ce que tu voulais dire. Et dis-moi, dans ce fichier de configuration-là, est-ce que Mhm. tu as souvenir ou bien est-ce que tu connais par exemple deux fonctions? Disons, c'est quelle fonction qui te permettrait de whitelister une, euh, une page? Ou bien pas une page, mais un chemin, un chemin d'accès à une ressource. Pardon? C'est quelle fonction, par exemple, qui te permettait de whitelister? Ça veut dire de valider, de dire, OK, ce chemin n'a pas besoin d'authentification. Mhm. C'est quelle fonction? Comment est-ce que c'était quelle fonction? Tu te rappelles? Non, mais je crois un match. Bon, je fais ça comment? Bon, la Ouais, méthode, c'est ce c'était qui, une méthode de filter configuration là. Et Mhm. il y a un mot qui dit avant add match là, quand je finis, puis après, maintenant, je fais point form pour mettre les paramètres de configuration maintenant et point logout pour récupérer les informations de session. Mais bon, il y a le mot là m'échappe quand même. Le permit all, quand tu mets après Oui, le and matches. c'est permis, oui. C'est permis. OK. Et qu'est-ce que and matches te permettait de faire? Bon, à l'intérieur de Anmatch, ça me permettait de mettre les chaînes de caractères pour spécifier exactement les URL qui ne devaient pas être restreintes, et qui restreintes. Mhm. OK. Donc, tout à l'heure, par exemple, tu as dit que tu as whitelisté une petite question encore sur Spring Security. Est-ce J'étais que ça, c'était difficile? mais t'inquiète pas. Oui, c'est parce que tu l'as trouvé difficile et que finalement tu l'as, Hmm. disons, dompté. Finalement, tu l'as utilisé, tu es arrivé à ce que tu voulais. C'est à ça que ça sert les projets qu'on fait, s'améliorer progressivement. Donc, disons,
Comment est-ce que tu fais, par exemple, si tu veux lister, dire, OK, toutes les ressources en dessous d'un chemin sont disponibles. Disons que, par exemple, pour accéder à tes images, c'est sur le chemin slash images et que tu veux Mhm. oui, que, tout- que tous les sous-chemins de Mhm. images, par exemple, soient accessibles. C'est quoi le unmatch que tu utilisais pour ça? Est-ce que tu listais toutes les paths possibles de images ou est-ce que tu utilisais un autre moyen? Un autre moyen, je pense que je devais mettre le chemin après images. Là, je mets peut-être un slash et deux étoiles. Je pense que ça marche. OK. Ouais, c'est exactement ça. OK. Euh, comment est-ce que tu définissais en Spring Boot qu'une classe est un contrôleur? Ok. Qu'une classe est un contrôleur, bon, après avoir créé mon package contrôle à l'intérieur, au-dessus du nom de la classe, je mets la notation REST controller. Parce que OK. bon, si j'utilisais pour faire les API. OK. La notation reste contrôleur. C'est correct. Mais il y a aussi la notation contrôleur. Est-ce que tu connais la différence entre les deux? Entre la notation reste contrôleur et la notation contrôleur. Mhm. La différence, pas vraiment, mais je sais que j'ai eu à faire la nuance là. Quand j'utilisais mes API pour intégrer ça avec Timeleaf, j'utilisais REST Controller ne marchait pas, lui, il me fallait utiliser Controller. Mais quand c'est juste pour tester, généralement, sur Postman et tout, j'utilise REST Controller. Oui, il est vrai que j'ai pas vraiment cherché pour faire la nuance. OK. Donc, la nuance, en fait, elle est simple. C'est qu'un contrôleur, une annotation de contrôleur peut devenir un reste contrôleur dans le sens où un contrôleur représente juste le layer contrôleur du MVC. Ça veut dire, après, maintenant, tu peux définir ce que c'est que quel type de contrôleur tu veux que ce soit. Pas d'autres annotations ou configurations. OK. Mais le reste contrôleur, c'est défini exact. C'est défini précisément que ce contrôleur-là, c'est un contrôleur pour les REST API. Ok. Donc, c'est pour ça que je parvenais à y accéder depuis Postman, parce que depuis Postman, tu faisais des REST API call. Et ton REST contrôleur permettait de définir que ton contrôleur, c'est un contrôleur qui fournit des API REST. OK, à part des API REST, est-ce que tu as connaissance d'autres types d'API qu'on peut avoir? Lequel, par Mhm. exemple? Bon, de nom, juste, j'ai pas eu à utiliser. Non, oui, on a les API Swap et il y a GraphQL aussi. Est-ce que Bon, tu te j'ai sens à jamais l'aise de eu me à parler un peu de... utiliser. Non, j'ai jamais eu à vraiment faire les recherches. Ça, je connais juste le nom. Ouais. Sinon, mhm. OK. Non, c'est pas de souci. C'est pas un souci. Je veux un peu que tu m'expliques, en fait, les layers de tes API quand tu veux accéder aux données. Quels sont les différents layers que tu mettais sur pied? Quel layer communiquer avec lequel? Je comprends pas trop la question. OK. Je prends un cas. Je veux que Mhm. tu me listes les étudiants qui existent dans ta base de données. Ah, ok. Quels sont les layers que tu fais au niveau de ton application Spring Boot? Les layers, c'est pas de me donner le code, c'est de dire juste, OK, il y aura premier bloc. Je vais te donner une partie de la réponse. Un contrôleur qui me permettra de, Mhm. le contrôleur fera un appel vers telle chose, lui fera un appel vers, lui fera un appel, ou bien lui l'injectera tel, ok, un peu comme ça. D'accord. Bon, déjà, en utilisant l'architecture MVC, j'aurai trois packages. Un package contrôleur, le deuxième service et le repository. Bon, le premier, ça sera le repository qui va me permettre d'interagir avec la base de données. Le deuxième, le service qui va permettre de récupérer les informations de la base de données et faire le traitement.
Bon, le troisième, maintenant, le contrôleur va juste te permettre d'appeler, ça va appeler le service et ça va appeler le service, exposer la réponse. Donc, on aura le verbe soit pause, comme c'est pour donc, au niveau du contrôleur, on aura juste un get et ça va appeler le service et fait le traitement. Je confirme, je dois entrer dans les détails. OK. Dans le repository, je Ah, vais créer une interface. C'est bon. non, c'est bon, je voulais juste les lire. Donc, ce que je veux savoir, c'est, OK. dans ta réponse, tu as dit le service va prendre les données qui viennent de la base de données, mais comment? Est-ce que Mhm. c'est un service qui va dans la base de données ou bien comment? Non. Dans le service, on va faire une injection de dépendance. On a la méthode maintenant qui va permettre d'afficher la liste des étudiants. On va utiliser la variable, je ne sais pas si c'est étudiant repository.findAll. Étant donné En fait, qu'ici, on va utiliser Hibernate, on va prendre .findAll et tout. Donc, s'il y aura peut-être les vérifications à faire, s'il y a des exceptions à true et tout, on va faire ça dans le service. Et puis, le contrôleur à son tour va injecter aussi le service et mhm. on va mettre le verbe et tout. OK. Mhm. Euh, Au niveau de tes repositories, ça veut dire quoi, pour résumer? Tu as ton contrôleur qui appelle ton service qui lui appelle ton repository, qui lui Oui. se basant sur Spring Data Mhm. avec Hibernate pour ton cas, va Oui, accéder à la base de données pour te récupérer les informations que tu voulais. C'est ça. exact. Ou bien pour... OK, c'est correct. Et au niveau des repositories, par exemple, quels sont Mhm. est-ce que tu écrivais de toi-même tes repositories? Est-ce que c'est toi Non, qui écrivais oui. Qu'est-ce que tu faisais? non. Pour le repository, on va créer l'interface pour le repository. Au-dessus du nom, on va juste mettre la notation repository. Et automatiquement, ça sera que Spring Boot saura que il va charger les dépendances nécessaires pour un repository. Après, on va extend maintenant. Dans notre cas, comme ça est bien, on va extend le JPA repository. Mhm. Donc, automatiquement, on aura toutes les méthodes. OK. Maintenant, Donc, dans le cas où on n'a maintenant, pas une méthode définie, par exemple, il peut y avoir des cas où on n'a pas la méthode déjà définie, on peut passer par une requête GraphQL, une requête JPQL, nous-mêmes, on peut rédiger la requête. OK. Euh, Est-ce que tu connais les c'est derived function qu'on peut utiliser dans les GPA? Ça veut dire que je peux écrire une fonction. Est-ce que tu as une idée dans mon GPA repository, l'interface, j'ai défini une Oui. fonction sans mettre un corps et ça me permet de, par exemple, disons, je vais récupérer tous les étudiants qui ont un âge supérieur à 10 ans, par exemple, sans Mhm. écrire de requête JPQL ou même de native SQL. Est-ce que tu as connaissance d'une autre façon de faire ça? D'une façon de faire ça, Euh, sans avoir écrit la requête. oui, on peut aussi passer par une méthode, on peut définir une méthode dans ce serveur. Par exemple, pour récupérer tous les étudiants, on peut mettre une liste d'étudiants, on peut définir une méthode, liste d'étudiants, on peut écrire peut-être find all users. Donc, maintenant, le users va se, bon, du moins, Hibernate va se charger de la classe pour reconnaître ce qu'il faut appeler. Donc, il faut juste bien se rassurer que, on va afficher, je ne sais pas quoi, les noms ou prénoms de ou toutes les informations Mhm, d'un étudiant. Bon, il est vrai qu'avec toutes les informations d'un étudiant, j'ai pas encore eu à faire ça, mais avec un attribut spécifique, on peut mettre mhm. find all, par exemple, first name. Donc, il faut juste se rassurer que l'attribut doit porter exactement le même nom que ce qui a été défini dans notre classe. En faisant ça, automatiquement aussi, ça va charger tout, par exemple, les prénoms ou les noms.
Si c'est first and Ok, last name, tu mets juste exactement les mêmes noms de la classe. Ça fait ok, aussi donc la peine. juste avec le nom de la fonction, on parvient à construire des requêtes. Mhm. Ok, ok, c'est exactement ça. C'est exactement ça que j'appelle les derive query methods. Ok, donc tu peux écrire simplement un nom de fonction comme par exemple find, find by euh, Mhm. age greater than 10 par exemple, greater than 10. Automatiquement, Oui. ça te récupérerait tout ceux qui Mhm. ont l'âge supérieur à 10 ou bien. Ok. Euh, Quelles sont les différentes, par exemple, méthodes que tu connais pour les REST API? Les différentes méthodes. Bon, je connais le get mapping, Mhm, post mapping, post mapping. Bon, en disant que bon, le get mapping, c'est utilisé pour les get de sélection généralement. Post mapping, c'est pour les insertions. Put mapping, c'est pour les modifications. On veut le update les informations de quelque chose. Delete mapping, c'est pour supprimer. Il y a, je mhm, pense qu'il y a aussi un truc, c'est pas patch mapping. Bon, j'ai pas encore eu à mhm. utiliser. Je sais qu'il y a aussi, il doit y avoir patch mapping. C'est pas mapping. C'est pas trop. OK. Donc, put mapping, get mapping, c'est ça, c'est propre à Spring Boot. Les méthodes exactes, c'est le get, post, Mhm. put, patch. OK. Mhm. Il y a aussi le delete Mieux qu'on peut avoir. delete. Il y a aussi l'option qu'on peut avoir pour obtenir des informations sur un endpoint. Parlons maintenant de la documentation de tes API. Comment est-ce que tu documentes tes API pour quelqu'un qui veut les intégrer? Tu fais une API, tu es back-end Mhm. développeur, tu veux fournir assez d'éléments ou bien d'informations ou une documentation à Mhm. l'équipe front-end ou bien à toute personne qui veut consommer ton API. Quel outil tu utilises? Ou bien comment tu t'y prends? Bon, pour la documentation, on peut utiliser Swagger. Ou Mhm. en partant dans le projet, on ajoute la dépendance de Swagger. Je pense en redémarrant le projet, ça génère la documentation. OK, C'est pas- c'est correct. C'est Ok. suffisant. Ok. J'ai fait ça une fois, donc je ne savais pas trop. C'est plutôt intéressant. Euh, Repartons sur les bases donc maintenant. C'est quoi l'héritage? Bon, l'héritage, c'est le fait de d'étendre bon, moi, c'est le fait qu'une classe fille hérite des attributs, des méthodes de la classe mère. OK. Et le polymorphisme. Bon, le polymorphisme, c'est le fait, je sais pas, le polymorphisme, comment on parle. Bon, le polymorphisme, c'est le fait de définir, de définir des méthodes sans, je sais pas, en cachant leur implémentation. Oh, un peu Ah, c'est juste des méthodes qui peuvent avoir des mêmes noms, mais des implémentations différentes. différent. OK. OK. Donc, euh, on arrive presque au thème de, de cet entretien. Donc, est-ce que tu as une question? Est-ce que tu as des remarques? Les remarques, bon, non, je pense que jusqu'ici, tout se passe plutôt bien. OK. Euh, En général, globalement, c'est vrai qu'on n'a pas pris les questions de base parce que à un certain niveau quand même, je suis parti du principe que tu devrais les maîtriser et dans la globalité, je suis satisfait de tes réponses et tu as une bonne maîtrise de Spring pour un niveau junior, donc c'est correct, et merci beaucoup. Merci.